cœur de l'information. Vers un accès universel à l'électricité d'ici à 2030 au Togo, des mécanismes sont mis en œuvre pour atteindre cette vision. Le projet Tinga est lancé dans cette optique par la ministre déléguée des Mines et de l'Énergie. Nous irons dans la région des Savanes dès le début de ce journal. Dans ce journal également, la présentation au drapeau de nouvelles recrues au Centre national d'instruction des forces armées togolaises. Ces recrues seront réparties dans différentes unités des forces armées togolaises à l'issue d'une formation pour défendre les intérêts de la patrie. Les temps forts de cette cérémonie à suivre dans un instant. Et puis le Togo se prépare à lutter efficacement contre le choléra, un exercice de simulation pour l'installation des unités et centres de traitement a été organisé à cet effet. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Une électricité fiable et à un prix abordable, le gouvernement togolais veut atteindre cet objectif d'ici à 2030. Le projet d'électrification, le fonds Tinga, est lancé dans cette perspective par la ministre déléguée auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines, Mila Aziablé. Dans la région des Savanes, Gérard Lagoudou. À travers le fonds Tinga, pour dire étoile en langue nationale kabye, le gouvernement entend faciliter l'accès à l'électricité pour tous. Après CISO qui a connu un succès, ce nouveau projet vient en appui aux populations à faible revenu en leur offrant des modalités souples d'acquisition et de branchement. Il s'agit de fournir un compteur LAFIA prépayé aux clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, et la société se chargera des travaux de branchement ou de raccordement contre le paiement d'un ticket d'entrée fixe de 1000 francs CFA. Après les travaux d'installation, le client rembourse le coût global des travaux avancés par le fonds Tinga sur ses consommations d'électricité selon la puissance souscrite sur une période allant de 4 à 10 ans. Le mécanisme est ici détaillé aux acteurs à la base par la ministre déléguée chargée de l'énergie et des mines. La société qui va se déplacer en collaboration bien sûr avec les représentants des autorités, vous se déplacer vers la population, va faire des audiences foraines pour pouvoir enregistrer les demandes qui seront faites. Pour la phase pilote, le projet couvre les régions Kara et Savane. Dans la région des Savanes, 111 localités ciblées sur 1091 vont bénéficier du fonds Tinga au profit de 1300 ménages éligibles. Lors de l'intervention de Madame la ministre, j'ai entendu parler de Yembouat. Yembouat fait partie de ma commune et Yembouat est à 0 km du Burkina Faso. Mon souhait le plus absolu, c'est que de voir le courant tout au niveau de la frontière du Togo et du Burkina. Et le devoir des autorités locales que nous sommes, c'est d'aller et sensibiliser les populations afin qu'elles adhèrent massivement à ce projet, afin que le taux d'électrification dans notre pays, dans notre région, fasse un bond. Nous profitons de cette occasion pour remercier le chef de l'État pour tous les efforts qu'il déploie dans cette région. Après la présente phase de lancement, l'étape de déploiement démarre dans le mois d'avril 2022, puis à partir de janvier 2023, les autres régions du Togo seront couvertes. L'équipe régionale chargée des travaux de mise en œuvre du projet dans les Savanes a été également présentée aux acteurs locaux. À Kara, de nouvelles recrues ont été présentées au drapeau au Centre national d'instruction des forces armées togolaises, signe de leur appartenance désormais au FAT. Après 6 mois de formation, ces recrues seront réparties dans différentes unités pour défendre les intérêts de la patrie, le Togo. Cette cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Dadja Maganawe. Les temps forts, Nestor Mouzou.
L'attente a paru longue, mais aujourd'hui, elles sont au bout du tunnel. Cette cérémonie met fin à la FETA A, formation élémentaire, troupes toutes armes des recrues de la classe 2021. Ces recrues ont franchi le portail du Centre national d'instruction du camp général Améi de Kara le 16 août 2021. Le CNI a rempli sa mission de mouler ces jeunes filles et garçons pour faire d'eux des soldats professionnels au service de la patrie. Dans ce centre, vous avez certainement lu sur les enseignes des formules dont nous pouvons citer, entre autres. Ici commence le professionnalisme. Il s'agit pour nous d'une profession de foi à travers cette devise, car le Centre national d'instruction, à l'instar de la haute hiérarchie militaire, s'est résolument engagé à former de jeunes soldats conformément aux nouvelles exigences du métier des armes. À ce jour, 897 recrues, dont 744 garçons et 153 filles, ont suivi et subi avec abnégation, dévouement, plus de 6 mois de formation durant lesquels endurance, ténacité, courage et dépassement de soi ont prévalu sur la résignation, la peur et l'incertitude. Pendant leur séjour au CNI, ces vaillantes recrues ont appris des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-agir. La présentation des recrues au drapeau est un événement de haute portée civique. Elle s'inscrit dans la pure tradition de l'armée et constitue un instant solennel de confirmation de la vocation des recrues, de reconnaissance de leur aptitude à défendre la nation conformément à ses lois et traditions. En approuvant ce recrutement, le chef de l'État a voulu marquer irréversiblement sa disponibilité et sa détermination à traduire dans les faits les grandes lignes de sa politique de défense contenues dans la loi de programmation militaire 2021-2025, au moment où la sous-région ouest-africaine fait face à la montée de l'extrémisme violent. Recrue de la FETA A 2021, vous vous êtes porté volontaire pour servir votre patrie. Ainsi, cette cérémonie signifie pour vous que vous appartenez désormais à la noble famille des forces armées togolaises. Première vague des recrues de la FETA A 2021. Ce drapeau devant vous, flottant dans toute sa splendeur, vous retrace l'histoire de tout un peuple et au-delà de toute une nation. Vous avez désormais le devoir et l'obligation de le défendre en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, au prix de vos vies. Ce drapeau porte en lettres d'or l'inscription aussi chère: valeur et discipline. Le mot valeur est synonyme de bravoure et de vaillance guerrière. Le mot discipline est le socle des armées, dont elle assure la cohésion et la force. En plus des aptitudes physiques, techniques et tactiques apprises au CNI, que sont entre autres les tirs aux armes de petit calibre, la pratique régulière et soutenue d'activités sportives telles que le parcours du combattant, la course d'orientation, les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, TIOR et la marche commando, les recrues de la FETA A 2021 ont été initiées, et ce pour la première fois, à la formation commando au Centre national d'entraînement commando SNEC à Kwewa d'une part, puis aux techniques de tir opérationnel et de combat CETOC à Akaba d'autre part. Conformément à la loi de programmation militaire, il est envisagé une augmentation de l'effectif des forces armées togolaises de 30% à l'horizon 2025. On va s'intéresser maintenant aux activités du Premier ministre Victoire Toméga Dobé, des échanges cette semaine avec plusieurs personnalités, la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies, Vera Songoué, dans le contexte du sommet sur la cybercriminalité. Le représentant résident de la CEDEAO, ils ont ensemble abordé la question sur le leadership togolais. Yves Agbevivi nous fait le point.
En marge de sa participation au sommet de Lomé sur la cybersécurité, Mme Vera Songué, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, est venue échanger avec Mme le Premier ministre sur les questions économiques, la digitalisation et les défis liés à la cybersécurité. Mme Victoire Tomega Dogbe a ensuite conféré avec le nouveau représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Barros Bakar Bandjaye. Les échanges ont porté entre autres sur le rôle du Togo dans le processus d'intégration de la sous-région. Comment est-ce que nous, ensemble, on peut aider, accompagner le Togo dans ces processus de développement économique et social et peut-être dans des autres domaines. Mais je m'en réjouis d'être là en tant que représentant et de savoir que le Togo est dans la ligne de front sur les chantiers des commerces et de la libre circulation de personnes et de biens. Et il y a des autres choses très importantes aussi que le Togo est en train de faire ensemble avec les pays de la ligne de front, ici au niveau de la CEDEAO. Par exemple, l'exportation de la paix, parce qu'on est confronté en ce moment avec des problèmes de sécurité au niveau de notre sous-région. On est confronté à des transitions politiques. Le Togo est encore une fois dans la ligne de front. On a eu à discuter un petit peu avec Madame la Première ministre, mais j'ai reçu aussi des conseils que je vais transmettre à la direction, à la RSI de la CEDEAO. Il nous a encouragé quand même de booster certains volets pour qu'on puisse aller rapidement à l'intégration régionale. Le nouveau représentant résident de la CEDEAO au Togo est en fonction depuis 9 mois. Miato, deuxième édition. Le marché international de l'artisanat au Togo bat son plein. Un grand rendez-vous du donner et du recevoir. Plusieurs pays y prennent part. Eli Agba Nyadao et Yata Aratem nous amènent faire un tour sur le site des expositions. Regardez. Miato, le marché international de l'artisanat du Togo, est bel et bien lancé. Une vitrine de promotion par excellence du talent des artisans. Miato 2022 accueille 26 pays d'Afrique et d'ailleurs. Le Gabon, pays invité spécial, le Niger, invité d'honneur. L'artisanat, c'est un secteur qui se développe dans notre pays, plus exactement le Gabon. Nous avons mené spécialement pour cette fois le shampoing au gombo. Nous avons le savon à la tomate. Nous avons le savon à la carotte. Nous avons le ifoulou, qui est un mélange de plantes. Nous avons aussi la pierre de Bigoutout, c'est sculpté à la main. Le Niger présente le cuir que nous travaillons beaucoup chez nous. Vous êtes actuellement assis sous une tente millénaire. C'est une tente Touareg. C'est une chambre nuptiale. 3 ans après, les artisans sont plus créatifs que jamais. Maroquinerie, bijouterie, transformation agroalimentaire, pharmacopée, sculpture, autant de secteurs ici représentés. Cette deuxième édition du Miato nous apporte et va nous apporter beaucoup. Parce que nous avons eu des échanges fructueux avec nos homologues d'autres pays. Et en cela, nous partirons d'ici vraiment avec des très bons souvenirs. Et si l'artisanat gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Miato, c'est aussi découvrir et se faire découvrir, limer et frotter sa cervelle contre celle de l'autre. Notre présence, c'est pouvoir partager notre expérience. On peut laisser de côté les produits, mais c'est les personnes que nous rencontrons ici, avec qui nous échangeons par rapport aux difficultés que nous rencontrons notamment dans ce domaine-là et comment eux, ils arrivent à faire face. Et peut-être que nous aussi, on a la possibilité d'échanger avec eux par rapport à notre expertise dans le domaine, parce qu'aujourd'hui, l'artisanat doit être commercialisé comme tout autre produit qui se vend à l'international. L'artisanat, un secteur essentiel pour l'économie. Et la présence de ces pays au Miato témoigne des bonnes relations de coopération entre les États. L'artisanat devient ainsi un vecteur de solidarité. À retenir également de ce journal la stratégie nationale de migration professionnelle. Le Togo s'en est doté. La vulgarisation de ce document se poursuit à travers les régions. Objectif: amener les acteurs à s'approprier du contenu de la dite stratégie afin de redynamiser sa mise en œuvre. L'étape de Kara avec Nestor Mouzou.
Les candidats à l'immigration qui se retrouvent à l'eau à cause des difficultés de leur navire ou embarcation. Ces images très fréquentes font le tour du monde, mais le phénomène de la migration clandestine ne faiblit pas. Eu égard au recours de plus en plus croissant à la migration irrégulière par les jeunes à la recherche d'un mieux-être, le cortège de mots qui l'accompagne et dans le souci de mieux capitaliser les bienfaits de la migration professionnelle, le gouvernement togolais a élaboré une stratégie. La stratégie nationale de la migration professionnelle doit contribuer au développement du pays par une gouvernance et une gestion équitable et efficace. Le ministère de la fonction publique, du Travail et du Dialogue social a entamé une campagne de vulgarisation du document couplée d'une sensibilisation contre la migration professionnelle irrégulière. La stratégie nationale de migration élaborée en 2016 comporte 4 axes. Il y a un axe qui porte sur l'amélioration de la législation. Un autre porte sur l'accroissement du rendement. C'est-à-dire que les migrants peuvent apporter aussi bien pour eux-mêmes en tant que plus-value, pour les familles et pour l'économie nationale. L'autre axe, il y a l'amélioration des conditions de migration. Il faut améliorer les conditions de migration. Le dernier, c'est l'amélioration de la promotion des droits fondamentaux, le respect des droits fondamentaux. Les grandes lignes de la stratégie nationale de la migration professionnelle, la migration irrégulière, enjeux et risques, les documents légaux de voyage et les projets de voyage sécurisés sont les communications prévues. Le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badibo Bakali, à l'ouverture a salué cette initiative et a exhorté les participants à s'approprier de la stratégie nationale de la migration professionnelle et à être les relais auprès des populations à la base. Les jeunes de la préfecture de Zio, outillés sur les différentes actions du gouvernement, une rencontre d'échange a été initiée dans ce sens sur le fonctionnement des différents mécanismes mis en place, les opportunités disponibles pour l'insertion économique et l'épanouissement de la jeunesse. Marie-Reine Habitat, reportage présenté par Karine Olalo. Journée d'information d'échange sur les opportunités et les mécanismes d'accompagnement dédiés aux jeunes. Dans le ZIO, la rencontre va offrir un espace d'information et de communication sur les différents mécanismes mis en place par l'État en faveur de la jeunesse. Occasion également de conscientiser les jeunes sur la préservation de la paix et la lutte contre l'extrémisme violent. Le gouvernement a mis en place plusieurs instruments pour répondre aux questions de chômage, aux questions de sous-emploi. La plupart des jeunes ne sont pas souvent informés ou outillés par rapport aux mécanismes qui ont été mis en place. Alors, le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a initié ces journées pour permettre aux jeunes de s'approprier ces mécanismes qui ont été dédiés à la jeunesse togolaise, pour amener les jeunes à comprendre que malgré qu'il y a beaucoup de préoccupations pour le gouvernement met le jeune au centre de sa politique de développement. 200 jeunes prennent part à ces échanges, soit 10 par commune. Ces informations vont me permettre à mon niveau de voir qu'est-ce que je peux faire pour aussi être bénéficiaire de toutes ces plateformes qu'on nous a présentées. J'ignorais la FAEJ aussi qui est de l'autre côté, qui accompagne la jeunesse, la FAEJ GSP également. Donc toutes ces opportunités, à mon niveau, je ferai tout possible pour aussi en bénéficier de l'un de leurs services. Cette journée d'information est saluée par les autorités locales. Elles ont exprimé leur gratitude au gouvernement à travers le ministère du Développement à la base pour ses multiples appuis et accompagnements pour le développement des communes et l'emploi des jeunes. Toujours pour l'épanouissement de la jeunesse, il a été organisé la journée de l'entrepreneur. La première édition, une plateforme pour donner plus de visibilité à leurs produits. Un projet mis en œuvre par le cabinet d'expertise et de mentorat ILIM. Lorraine Pétor, Sandra Aziabé. Pour la première fois, les jeunes entrepreneurs togolais sont réunis pour se célébrer. Ils se mettent ensemble pour réfléchir sur leur monde entrepreneurial, se partager des expériences et idées afin de se renforcer les capacités et mieux s'organiser en vue de susciter l'accompagnement des partenaires. Quand on est jeune entrepreneur, on doit avoir l'information, on doit se renforcer
Et on doit avoir quelqu'un qui a eu le même parcours que nous, qui accepte de nous accompagner comme mentor afin que nous grandissions. Journée au cours de laquelle le jeune Togolais entrepreneur est au centre des préoccupations. Et c'est grâce aussi à la volonté de tous ces jeunes entrepreneurs qui ont manifesté leur désir de se joindre à cette initiative du cabinet Yelim. Cette édition se veut un cadre de valorisation et de découverte des produits et services des jeunes entrepreneurs. D'autres activités sont également inscrites à l'agenda. Il y a des conférences, il y a des débats, il y a des échanges et il y a aussi du réseautage. Nous avons les expositions. Par exemple, nous allons parler du Made in Togo, les défis de la consommation locale. Nous invitons justement les partenaires, que ce soit des partenaires techniques, financiers, à se joindre à nous pour ces genres d'événements, pour rencontrer tous ces jeunes qui ont tellement de choses à apporter et qui peuvent faire tellement de choses. La journée du jeune entrepreneur togolais sera désormais au rendez-vous et sur tous les mois. Cette première édition est l'initiative du cabinet d'expertise et de mentorat Yelim. Il accompagne les jeunes entrepreneurs et les forme. Les résultats de la prévision saisonnière 2022 au sud du Togo diffusés, la direction de la météorologie nationale veut amener agriculteurs gestionnaires des risques et catastrophes à prendre des précautions pour bien gérer la saison agricole et les éventuelles inondations. Sylvain Abdou. L'un des secteurs les plus touchés par les aléas climatiques, l'agriculture, un secteur dans lequel les producteurs devraient disposer des informations météorologiques pour mieux conduire leurs activités agricoles. D'où cette démarche de la Direction générale de la météorologie nationale qui partage ici à Tapamé les résultats de la prévision saisonnière aux utilisateurs des informations météorologiques, notamment producteurs et gestionnaires des risques de catastrophes, pour suivre les consignes et mieux s'adapter aux prévisions. C'est pour dire aux paysans que voilà, la saison va démarrer beaucoup plus tard et terminer beaucoup plus tôt. Donc cela voudra dire qu'on aura une courte saison pluvieuse. Donc à cela, les populations rurales doivent s'en tenir, doivent prendre contact surtout avec les services techniques pour avoir des orientations par rapport aux variétés de cultures qu'ils vont essayer de s'aimer cette année pour pouvoir rentabiliser la production. La diffusion des résultats permet également aux producteurs de savoir la période de semis, les périodes de grande saison et les petites saisons pour le démarrage des travaux champêtres au sud Togo. C'est de faire large diffusion de ces informations-là aux petits agriculteurs pour pouvoir s'en prendre, pour pouvoir se décider, pour pouvoir savoir quel genre, quelle variété de culture il va falloir utiliser. Il s'agit également pour la Direction générale de la météorologie nationale de marquer à travers la diffusion de ces informations saisonnières la journée internationale de la météorologie dont l'accent est cette année mis sur l'alerte précoce et action rapide, un thème pour une prévention des catastrophes destiné à renforcer la résilience des communautés. Ce projet de sensibilisation a été financé par l'Union européenne à travers le PLCC, programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques au Togo. C'était l'information hier, l'élection de Gilbert Fossou-Humbo à la tête de l'OIT, Organisation internationale du travail. L'ancien Premier ministre devient le premier Africain à être élu directeur général de l'institution. La télévision togolaise a pu le joindre depuis Rome, en Italie, où il est arrivé cet après-midi au lendemain de son sacre à Genève. Entretien réalisé par Gerson Dovo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir. Mais c'est nous qui sommes heureux de vous recevoir. Vous venez d'être élu, brillamment élu, directeur général de l'Organisation internationale du travail. Monsieur le Premier ministre, quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment? Écoutez, je mesure à sa juste valeur ce qui s'est passé hier. Les défis sont grands. Donc, d'un côté, je suis heureux, je suis content. En même temps, je ressens le sens de la responsabilité, non pas en tant qu'individu simplement, mais aussi en tant qu'Africain, parce que vous savez que c'est la première fois que ce poste revient à l'Afrique, et plus particulièrement, bien évidemment, en tant que Togolais. Et donc, premier Africain élu donc à ce poste, vous rentrez là un peu dans l'histoire. Est-ce que vous ressentez ça comme une consécration de votre carrière personnelle ou tout simplement un mérite pour le continent africain? Non, pas du tout une consécration de carrière. Vous savez très bien que
je ne me préoccupe pas tellement de penser à ma carrière à moi-même. Mais ce qui est très important, c'est que c'est vraiment une étape clé pour le continent africain. Ça fait longtemps, justement, on a eu plusieurs tentatives, que ça n'a jamais marché. Je me rappelle Thévogré et autres, mais ça n'a jamais marché. Et cela aussi démontre comment l'Afrique évolue au sens positif du terme. Oui, cette fois-ci, encore, vous étiez en lice avec d'autres candidats. Il y avait un ministre du Travail français notamment. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a joué en votre faveur, en faveur de votre candidature? Écoutez, je crois qu'il y a eu plusieurs facteurs. In fine, il y a eu quand même, à en croire à tous les feedbacks, les retours que nous avons reçus durant toute la campagne et surtout après les auditions publiques, il y a eu la qualité du dossier. Et je pense quand même que mon dossier présentait un caractère assez intégré, comme on le dit vulgairement, où est-ce que tous les critères, on cochait à toutes les boîtes essentiellement, à toutes les cases. Et par rapport les autres candidats sont aussi des candidats de calibre. Les quatre candidats que j'avais en face de moi ont une expérience chacun et chacune très avérée. Mais en fin de compte, je pense que les pays membres, les partenaires sociaux ont reconnu en moi ce mélange de l'expérience gouvernementale, l'expérience multilatérale, l'expérience du secteur privé, l'expérience des pays du Nord, tout comme des pays du Sud, et la connaissance de la maison, puisque j'ai déjà été directeur général adjoint au BIT, et ça fait un tout qui a été très, très apprécié. Vous prendrez fonction en octobre prochain. C'est peut-être un peu trop tôt de vous poser la question, mais on va essayer. Sous quel signe placeriez-vous votre nouveau mandat? En fait, c'est pas trop tôt, puisque j'y vais avec des idées très claires. Non, ça c'est clair. Écoutez, si on regarde, il y a 3 dimensions pour un développement économique soutenable et durable. Il y a le côté économique, le côté social et le côté environnemental. Et le côté économique, nous savons très bien que l'économie mondiale évolue quand même positivement, même s'il y a des hauts et des bas. Présentement, on est plutôt vers le bas. Mais globalement, ça va avec les avancées technologiques et scientifiques. Au niveau protection de l'environnement, il y a un momentum qui se crée. On est quand même en bas de ce que l'on doit faire, mais le momentum et la détermination politique, elle est forte. Maintenant, le niveau social, c'est vraiment le niveau qui bat de l'aile. Et il nous faut, je m'en vais à cette fonction, avec une détermination de faire progresser la justice sociale. Parce que, vous savez, il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Et justement, vous en parliez, la justice sociale, comment est-ce qu'elle va se traduire dans les faits, concrètement, dans le quotidien des travailleurs? À plusieurs niveaux, non seulement les travailleurs, mais aussi les entreprises, notamment la PME. Vous savez, présentement, d'ailleurs, nous avons plusieurs PME qui souffrent des conséquences de la flambée des prix et de la pénurie de certaines denrées suite à la crise en Ukraine. Mais il y a surtout aussi les travailleurs. La justice sociale, pour moi, elle va se traduire d'abord au niveau d'une meilleure protection sociale. Je voudrais l'universalisation de la protection sociale, que chaque ménage, peu importe le pays, peu importe la région, puisse bénéficier d'un minimum de protection sociale. Il va aussi de la protection des droits des travailleurs et notamment de la flexibilité que recherchent les travailleurs, le respect des conventions de base. La justice sociale aussi, c'est une question donc de nous assurer que la question du genre, où est-ce que vous savez qu'on a toujours des problèmes où à travail égal, les femmes reçoivent 23% moins en salaire que les hommes. Ça, c'est une injustice sociale. Il y a la question du travail des enfants. Et il y a la question du travail forcé. Donc, c'est à différents degrés qu'il nous faut avoir. Mais un élément clé sur lequel je voudrais pousser, qui est difficile, mais il nous faut quand même pousser, c'est de créer un momentum, ce que j'appelle une coalition, qui ferait que à tous les niveaux de la coopération internationale, des accords commerciaux,
et financier des investissements, que l'on s'assure toujours que la justice sociale est protégée, que le respect des minimums des règles sociales, ce respect est intégré dans ces accords. Et quand on parle des travailleurs, des entreprises, on va parler forcément aussi des États. Quel sera justement le rapport OIT-État avec l'avènement de votre personne à la tête justement de cette prestigieuse institution? Écoutez, les rapports sont déjà assez bons. Actuellement, entre l'OIT et l'OIT en tant qu'organisation et le BIT en tant que bureau, secrétariat de l'organisation, sont quand même assez bons avec les États membres. Et il nous faut accentuer le rôle que les États, que le gouvernement jouent dans l'établissement, parce qu'il va y avoir beaucoup de défis pour établir éventuellement des nouvelles normes, notamment dans l'économie dans l'économie numérique. Et justement, quel sera le style Humbo à la tête de l'OIT? Au fait, je vois le rôle du directeur général que je serai comme un directeur général qui est rassembleur. Parce que vous savez, au BIT, nous avons plusieurs tendances. Il y a la tendance des écoles de pensée différentes. Et il faut amener tout le monde autour de la table. Et ça, lorsque je parle des écoles de pensée, ce n'est pas seulement les employeurs versus les syndicats, mais aussi à l'intérieur du gouvernement, il y a différentes pensées. Donc, il faut savoir amener tout le monde autour de la table afin de progresser. Il faut savoir jouer sur les politiques sociales et économiques afin de privilégier l'emploi, de privilégier les secteurs riches en création d'emplois, notamment l'emploi des jeunes que nous savons chez nous en Afrique et dans les pays les moins avancés est le problème numéro 1. Il nous faut garder à l'esprit aussi le vieillissement de la population et donc qui a des conséquences sur la question des soins de santé. Et quand on parle de soins de santé, on parle aussi de protection sociale et donc de justice sociale. Dernière question, monsieur le directeur général, avant de vous laisser partir ce soir. Vu de Lomé, vu d'Agbandi, eh bien, votre élection, c'est une fierté nationale ici, au Togo. Qu'est-ce que justement le Togo, notre pays, votre pays, peut espérer de votre élection à la tête de l'OIT aujourd'hui? Écoutez, depuis qu'on a commencé cette campagne il y a à peu près 9 mois, déjà ça a rehaussé l'image et la visibilité de notre pays. Et ça, je pense que je vais continuer à me battre pour ça, surtout que notre pays aussi fait des progrès malgré les défis de la Covid. Que ce soit le Togo ou autre pays, dans le court terme, ce que je voudrais faire, c'est la réponse du BIT, surtout en matière d'emploi, la réponse aux conséquences socio-économiques de la COVID-19. Donc, c'est un élément. L'emploi des jeunes, c'est un deuxième élément. Et la question des chaînes d'approvisionnement va aussi être assez importante. Permettez-moi d'utiliser cette plateforme, ce podium, pour aussi dire à tous mes concitoyens et concitoyennes le rôle que l'État togolais a joué dans cette élection. Et depuis la décision du chef de l'État, que je remercie ici au mois de juin pour nous lancer dans cette campagne, et tout le gouvernement s'est mobilisé, particulièrement le ministre du Travail et de la fonction publique d'un côté, le ministre des Affaires étrangères de l'autre, et tout le réseau des ambassadeurs togolais de parlement se sont mobilisés, et aussi l'Union africaine s'est mobilisée, des États africains se sont mobilisés, que ce soit au niveau de la CEDEAO, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, j'en passe, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda. Et on sent vraiment la mobilisation de l'Afrique aussi, en plus de celle des autorités togolaises. Merci, monsieur le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Merci et félicitations une fois encore pour votre élection. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Entretien exclusif avec le nouveau directeur général de l'OIT, Organisation internationale du travail, le Togolais Gilbert Fosun Humbo. Félicitations.
En ce qui concerne le Covid-19, à ce jour, samedi 26 mars 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 917, 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 581. Le nombre de cas actifs est de 64 et le nombre de décès est de 272. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Nijiawa. Le bloc sanitaire de l'école primaire publique dans le Hao est inauguré, un ouvrage construit par GTA Assurance avec un coût estimé à 8 millions de francs CFA. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence d'éminentes personnalités. Marie-Thérèse Nabédé avec à la voix Eli Agba Nyadao. Enfin, des latrines à l'EPP coopérative groupe B à Notchen. Ce don de GTA Assurance vient soulager les élèves de cette école, en particulier les jeunes filles. Certaines filles ont quitté les bancs de l'école juste parce qu'elles sont arrivées en période menstruelle et qu'on n'a aucun endroit pour se mettre à l'abri, pour se mettre à son aise, pour se changer. En faisant les latrines et les urinoirs combinés, nous donnons l'opportunité aussi à nos jeunes filles de se mettre à l'aise dans ces périodes-là et de continuer les cours. C'est comme ça que demain, on aura des femmes leaders. La directrice de l'EPP coopérative B promet d'œuvrer pour son bon usage. La scolarisation des jeunes filles serait primordiale dans notre école. Ces latrines, nous ferons bon usage et nous remercions sincèrement du fond de notre cœur monsieur le DG de GTA Assurance. À travers cet ouvrage, GTA Assurance matérialise son engagement en faveur de l'éducation scolaire. GTA Assurance est spécialisée dans la protection des biens et des personnes en cas de maladie et d'accident. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.